sont un peu les oubliés de l'histoire du basket américain. Avant 1950, les joueurs noirs n'étaient pas admis en NBA. Mais où étaient-ils ? Ils étaient bien sur les parquets et encouragés certains soirs par des milliers de spectateurs. De 1904 à 1950, ils évoluaient dans ce qu'on appelle désormais les Black Fives. Sur la côte est des États-Unis, ces pionniers ont posé les bases du basket dans la communauté afro-américaine et c'est leur histoire qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de basket. Claude Johnson est un ancien dirigeant de la NBA. Il est aussi historien à ses heures perdues. Johnson est passionné par l'histoire des Black Five, ces équipes de basket composées d'Afro-Américains qui évoluaient au début du XXe siècle, au point qu'il a écrit un des ouvrages de référence sur le sujet. Ces Black Five se rencontraient entre elles entre 1904 et 1950 dans les grandes villes de l'Est des États-Unis, à New York, Washington ou Milwaukee. Pour vivre, elles étaient sponsorisées par des églises, des entreprises, des journaux, voire des communautés de quartier. C'était la National Basketball League, la NBL, avant la National Basketball Association, la NBA. Les équipes étaient affublées de sobriquets plutôt cool, les Washington 12 Streeters, les Monticello Delaney Rifles, le Vandal Athletic Club ou les New York Renaissance. Ces derniers jouaient en plein cœur d'Harlem, au Renaissance Ballroom, on les appelait aussi les Rens. Ces équipes préfiguraient grosso modo un système de franchises réparties sur plusieurs grandes villes où on retrouverait aujourd'hui les Pelicans, les Pistons et autres Warriors. Dans le baseball, ce système existait aussi. On appelle désormais ça les Negro Leagues et c'est très présent dans l'histoire de ce sport. Mais à la différence du baseball, ces équipes de basket sont un peu tombées dans l'oubli et cela a relégué du même coup les Earl Lloyd, Nat Clifton et Chuck Cooper au second rang derrière Jackie Robinson dans les livres d'histoire du sport. Il y a quand même une explication à cette différence de traitement. Claude Johnson l'a précisé au New York Times. Les Black Fives ont littéralement cessé d'exister quand la NBA a fait son apparition. Mais les Negro Leagues ont coexisté avec les ligues majeures et elles sont restées comme un héritage historique du baseball. Collaborant avec des équipementiers comme Nike quand il bossait pour la NBA, Johnson a également commencé à collectionner des objets d'époque, en passant tout simplement par eBay où il s'étonne de pouvoir acheter à si bas prix. Et il accumule une somme impressionnante de reliques et de souvenirs liés à ses équipes d'un autre temps. Par exemple, il a déniché un carnet de notes d'un fan des Oshkosh All-Stars, un contrat de travail pour $500 par mois signé en 1946, des programmes de tournois, un médaillon donné au public en 1915 ou un ticket de match de 1941 entre les Rens et les Sheboygan Redskins. Lors de certaines expositions, on trouve également des chaussures, des shorts ou des protections en cuir d'époque. Le plus intéressant, c'est peut-être le carnet de notes du supporter. On y apprend que même au plus fort des lois interdisant aux joueurs noirs de rester dans les hôtels ou de manger dans les restaurants de la ville, il y avait toujours 10 000 personnes, dont des blancs, pour venir voir jouer les Rens. Véritable phénomène de société dans l'Amérique des années folles, les Black Fives méritent effectivement qu'on s'y intéresse de plus près. Ne serait-ce que pour comprendre comment on est passé de 500 à 5 millions de dollars de salaire mensuel en un siècle de basket américain. Quant à la NBA, elle mettra quelques années à ouvrir ses portes aux basketteurs noirs. La date du 25 avril 1950 reste capitale dans l'histoire de la NBA et du sport américain pour les joueurs noirs. Ce jour-là, la Ligue met en place la première véritable draft. C'est un an après la fusion de la BAA et de la NBL. En 14e position, les Celtics choisissent Chuck Cooper, qui devient le premier joueur noir drafté de l'histoire. Après sa sortie de la fac, il avait rejoint les Harlem Globetrotters, l'une des premières formations à miser sur les basketteurs de couleur. Dans cette draft, il est suivi quelques instants après par Earl Lloyd, 100e choix par les Washington Capitals. Lui aussi s'est fait un nom avec les Globetrotters. Par le hasard du calendrier, c'est Lloyd qui devient le premier basketteur africain-américain à jouer dans un match de saison régulière en NBA le 31 octobre 1950. Nat Clifton a été drafté le même jour que Cooper et Lloyd. Celui qui était surnommé Sweetwater venait de passer quelques années avec les Harlem Globetrotters, lui aussi. Engagé par les Knicks, il devient le premier joueur noir à signer un contrat NBA. Sa carrière est longue de 544 matchs pour 10 points et 8,2 rebonds de moyenne.
Chuck Cooper, lui, disputera 409 rencontres, dont la majorité avec Boston, pour 6,6 points et 5,9 rebonds par match. Quant à Earl Lloyd, après 560 rencontres, il rend une copie de 8,4 points et 6,4 rebonds. En décembre 1950, en pleine saison, ces trois pionniers sont rejoints par un quatrième joueur noir, il s'appelle Hank Dezoni, mais ce dernier est engagé par les Tri-City Blackhawks et ne reste que 5 matchs en NBA. À la différence des autres, il avait évolué aux New York Rens, peut-être la meilleure formation des Black Fives, et on vous racontera leur histoire dans un prochain épisode d'Histoire de basket.